fois, j'avais une amie qui s'appelait Edmé. C'était dans une ville grise, ocre et bleue, glacée l'hiver et l'été brûlante. La vie s'y écoulait, régulière, monotone comme l'eau des fontaines. Là, j'ai passé quelques saisons de mon adolescence. Bien, alors, est-ce que Edmé, on va parler d'Edmé puisque nous avons ce livre entre les mains, est-ce que Edmé, vous l'avez connu, c'est un souvenir d'enfance? Autrefois, j'avais une amie qui s'appelait Edmé, vraiment, mais je l'ai connue en sixième, au lycée d'Aix-en-Provence. Et je ne l'ai plus jamais revue depuis, donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Oui, mais est-ce qu'elle exerçait sur vous cette trouble fascination? Non, je pense que c'était pas ce qu'on appelle une très bonne camarade, parce qu'elle était plus délurée que moi, disons. Et elle s'habillait mal, ça c'est vrai. Mais autrement, non, je pense pas. Alors, comment avez-vous procédé? C'est un prénom simplement qui vous a... C'est le physique de cette fille, qui était brune, qui était assez belle, qui avait des yeux verts, et qui était habillée d'une façon un peu excentrique. C'était vraiment ça, avec de la fausse fourrure, des toques, des rubans. Et puis le prénom Edmé, que je trouve très beau. Vous en avez été un peu amoureuse? Oh non, je crois Non. pas. En réalité, non, je crois pas. Je crois que j'étais un peu jalouse, parce qu'elle était plus belle que moi. Edmé, avec tous ces miroirs, qui est-ce pour vous? C'est une femme avec qui j'ai une relation passionnelle. Au début, je l'aimais un petit peu parce que elle était mêlée à mes souvenirs d'enfance. Alors, si vous voulez, la première partie, les souvenirs d'adolescence, c'était un personnage qui ressemblait quand même un peu à ma petite amie de sixième. Et puis, autour, il y avait la vie, enfin, ma vie, quoi. Puis à partir de là, vous avez déliré. Et puis alors, à partir de là, j'ai déliré complètement. Et alors, je me suis mise à la détester, mais violemment. J'ai passé toutes les vacances dernières avec Edmé. Je l'avais en horreur, cette femme. Vraiment, c'était terrible. Vous savez, il y a un moment dans le roman, son père rêve qu'il la fouette. Et moi, je rêvais que je fouettais Edmé. Je voyais ce long fouet. J'ai décrit ce fouet avec cette longue lanière bifide. Et vraiment, c'était vraiment ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu la battre. Alors, elle devait incarner je ne sais qui et je ne sais quoi. J'ai pas cherché. Mais vraiment, je la détestais violemment. Et puis, après... et je comptais la tuer, d'ailleurs. Hein, je comptais la tuer. Oh, pendant qu'on y est. Hein. Oui, non, mais vraiment, je voulais la détruire. Je vous assure que je la haïssais vraiment. Et puis après, petit à petit, je me suis mise finalement à avoir un peu pitié d'elle. Et finalement, je l'aimais presque. Et à la fin, je l'admirais quand même. Oui, moi je l'admire d'une certaine manière. Oui, Parce que moi c'est quand même une aussi. femme qui a un destin évidemment qui n'est pas recommandable. Il faudrait nous en dire deux mots tout de même de son... C'est-à-dire, vous savez, c'est une femme comme... je pense qu'il y en a beaucoup. Elle est très belle. Et elle s'imagine que ça va durer toujours. Alors, puis la jeunesse passe. Et puis, elle gaspille un peu sa beauté par-ci, par-là. On peut dire qu'elle n'a pas eu de chance. Moi, j'ai l'impression qu'elle avait un destin quand même. C'est pas vraiment complètement de sa faute. Mais enfin... Elle manque de caractère. Non, elle manque pas de caractère. Je crois qu'elle se regarde trop. Dans les miroirs. Dans les miroirs. Elle vit entourée de miroirs. Les miroirs, ce sont aussi les gens qui la regardent. Et puis les miroirs qui l'entourent et dans lesquels elle se contemple d'abord pour se trouver belle. Et ensuite, pour essayer de se persuader qu'elle est toujours belle. Et puis après, pour s'apercevoir qu'elle est devenue vieille et un petit peu un déchet, enfin une épave. Mais alors, je crois que c'est ça son gros défaut, c'est qu'elle n'a jamais pensé que le temps existait, et que la jeunesse passe et que le monde existe autour. C'est une jolie petite provinciale ambitieuse qui a mal tourné. Oui, je crois que c'est ce qu'on appelle une femme folle de son corps, vous savez, dans les romans du siècle passé. Vous voyez le côté un petit peu démodé, hein, vous aimez C'est ça? ça. Folle de son corps, on ne dit Ah, plus vous ça l'achetez aujourd'hui. pas. Non, on ne le dit plus, mais je trouve que ça lui va bien, Edmé. Vous avez le goût justement de ces choses démodées? J'aime bien, oui. Oui. J'aime bien les vieilles histoires. Les histoires que me raconte ma mère, par exemple. Je sais pas, des histoires d'êtres un peu étranges. Et puis je trouve que des êtres bizarres, finalement, on en rencontre beaucoup, vous savez. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Et moi, j'ai l'impression que je les attire un peu. Il suffit que j'attende un autobus, par exemple, à un arrêt, pour que quelqu'un vienne me raconter sa vie. J'ai fait comme ça des connaissances bizarres. Puis je vais avec les gens. C'est-à-dire vous attirez ce genre de confidence. Je pense, oui. C'est-à-dire que j'écoute. Oui, bon, Je crois que les gens ont très envie qu'on les écoute. oui, mais la plupart des femmes dont vous mettez en scène dans vos romans sont des femmes qui ont des passions troubles, qui ont des secrets bizarres. Oui, alors ça, si vous voulez, moi je vois une surface, c'est-à-dire des gens qui sont vieux ou qui sont jeunes, ou
surtout des femmes d'ailleurs. Et ensuite, alors à partir de la surface, j'essaie de déduire, si vous voulez, ce qu'il y a par-dessous. Alors je l'invente certainement, ça ne correspond pas. Mais il est arrivé plusieurs fois que je raconte une chose à partir d'une chose vraie, que j'écrive l'histoire d'une personne parfaitement imaginaire pour moi, et qu'on me dise comment as-tu fait pour le savoir, et que je découvre que c'était vrai. Je pense que c'est parce qu'il y a une certaine logique dans les personnages. Et alors, bon, eh bien, en partant d'une apparence, on peut arriver à trouver une réalité de fond. Finalement, vous donnez une grande place à l'imagination dans vos romans. Oui. J'essaie que l'imagination soit logique. Je tiens beaucoup à la logique. Et quand je relis mes pages, si je trouve que, par exemple, quelque chose ne va pas avec ce qui a précédé, ça, je le rectifie toujours. Il faut que le déroulement soit absolument logique. Il ne faut pas qu'il y ait de... enfin, à mon point de vue, peut-être il y en a quand même. Hein, mais j'essaie, enfin, je tiens beaucoup à ce que les choses soient conséquentes, si vous voulez. Qu'il y ait une suite qui se déroule et pas de choses a priori, pas de brusques interventions bizarres. Enfin. Et ainsi naît l'angoisse dans les choses quotidiennes. Dans Ça, cette logique oui. des journées. Je crois que c'est l'angoisse finalement. Moi, j'ai jamais peur de films d'épouvante, par exemple, des choses extraordinaires. Ça vous fait rire, ça? Dans le quotidien, les petits détails qui se dérèglent un peu, quelque chose qui a l'air d'être quelque chose et qui justement n'est pas tout à fait ça. Ça, je trouve c'est angoissant. C'est Buñuel un peu. Oui. Vous aimez Buñuel? J'aime beaucoup Buñuel. Moi, le film que je préfère de tout, je crois que c'est Le charme discret de la bourgeoisie. D'ailleurs, c'est un titre aussi que j'aime. Oui, c'est vrai, ça pourrait être l'un de vos titres. Ouais, je peux pas. Mais Suzanne Prou, je m'attendais à trouver chez vous une ambiance un peu maléfique, un décor trouble. Puis finalement, je tombe dans un décor bourgeoise, parisienne, non? Oui, enfin, c'est un décor ordinaire, banal, et moi, je suis une personne tout à fait comme les autres. Je pense que ma seule originalité, c'est justement de pouvoir inventer quelque chose qui n'est pas moi. Comment dit, vous décevez les journalistes? Je déçois les journalistes, oui, surtout après les Patafaris, qui étaient quand même encore un petit peu plus bizarres. Les journalistes qui sont venus me voir étaient très étonnés de ne pas trouver, je sais pas moi, une chouette empaillée, de ne pas me voir avec des châles à franges bizarres, enfin des choses comme ça. Il y a tout de même sur vos murs un Magritte. Il est vrai? Je ne dirais pas. Pourquoi vous avez l'air gêné? Oh, bah, c'est à cause de quantité de considération. Le Corot est vrai. Le Corot est vrai. C'est le gros qui vous a donné le Magritte. Et quelle est cette bande dessinée là, que vous avez sur votre mur? Là, qui a l'air un peu plus maléfique. Non, c'est pas maléfique du tout, c'est une histoire biblique. C'est l'histoire de la reine de Saba et de Salomon. C'est une bande dessinée, enfin c'est de la peinture populaire éthiopienne. Ça s'achète sur le marché à Addis Abeba. Prou, c'est un pseudonyme, c'est votre nom de jeune fille ou c'est le nom de votre mari? C'est le nom de mon mari. Je trouvais que je lui devais bien ça quand même, parce que je l'ai embêté, vous savez, pendant 5 manuscrits et une quinzaine d'années, peut-être même plus. Il a été très gentil, il a accepté de m'encourager et tout ça. Alors, puis de lire. De lire, oui. Ah mais non, mais ça, il lit que quand c'est terminé. Oui, mais enfin, ça n'est pas très moderne. C'est encore votre côté vieille province, là, de prendre le nom de votre mari. Alors vraiment, non, ça se fait plus à Paris, ça. Non, ça se fait plus, mais ça m'est égal. Moi, je fais ce que je veux. Vous êtes féministe un peu? Je suis féministe dans une certaine mesure. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être féministe pour Suzanne Prou, qui parle toujours des dames de province d'un autre âge? D'abord, je pense que je suis féministe parce que vous avez pu remarquer dans mes romans, les hommes sont toujours très inférieurs aux femmes. Toujours. Oui, bon, et ça c'est vrai. Je ne le fais pas exprès, je crois que c'est ma vision du monde. J'ai l'impression que les femmes sont, excusez-moi, pas du tout, allez-y. Beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes que les hommes. Et puis alors, si j'ai bien lu vos livres, plus perverses, plus garces. Oui. Excusez-moi de le dire, hein. Mais ça va avec l'intelligence, je crois. Non, vous ne croyez pas? Enfin, je sais pas. Vous êtes intelligente? Moi, je pense, oui. Alors, donc, vous êtes aussi perverse? Oh, perverse, non, mais enfin, je pense que je suis un petit peu méchante, oui. Alors, féministe? Alors, féministe, je suis féministe dans la mesure où je trouve que, quand même, on vit quand même sur un mode de société où les hommes ont le devant de la scène et ça paraît normal que ça soit l'homme le chef de famille, que l'ouvrier soit payé plus que l'ouvrière, même s'il fait le même boulot. Enfin, ça, moi, je trouve ça très injuste. Hein.
Et puis je déteste cette idée de la femme qui est au foyer, qui doit être la servante de tout le monde, même si elle travaille au dehors, le soir, bon, elle rentre, son mari rentre, ils ont travaillé tous les deux, et le mari regarde la télévision ou lit son journal, et la femme se dépêche de faire le ménage et la cuisine et tout. Bon, alors ça, je trouve que c'est très injuste. Mais votre mari vous aide ici? Mon mari m'aide, oui. Ah ben, vous savez, quand je me suis mariée, il ne m'aidait pas du tout. Il avait des idées anciennes. Hein. C'était un fils unique de famille bourgeoise de province. Alors je comprends pourquoi vous avez pris son nom. Non, mais je pense que on fait une bonne équipe maintenant. Mais enfin, c'est un rodage qui a été long. Oui, maintenant, ça lui arrive de m'aider, de faire la vaisselle. C'est lui qui fait le petit déjeuner le matin. Enfin, non, c'est très bien. Moi, je m'entends bien avec lui. Il s'entend bien avec moi, je crois. Mais enfin, ça, c'est un cas particulier. Mais en général, je crois que les hommes, quand même, pensent toujours que la femme n'est pas créatrice, n'est pas ceci, n'est pas cela. J'ai vu des émissions de télévision épouvantables où il y avait une femme et deux hommes. C'était Jane Fonda, hein, pour tout dire. Jane Fonda qui parlait du Vietnam, d'où elle revenait. Et il y avait là le journaliste qui l'interrogeait, et puis deux autres journalistes masculins. Et quand Jane Fonda disait quelque chose, on attendait que l'un ou l'autre des messieurs ait dit oui, c'est vrai ce qu'elle dit, pour la croire. Ça, moi, je trouve ça absolument dégoûtant. Ça me plaît pas du tout. Je suis féministe dans ce sens-là. Mais avez-vous une action féministe? Je fais partie de l'Union des femmes françaises, qui n'est ça? pas un mouvement sexiste. Oui, alors qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est pour la défense, si vous voulez, de la femme, de la famille, du rôle de la femme. C'est un mouvement qui est né à la Libération. Enfin, c'est quelque chose... C'est pas sexiste. Mais en province? Non, ce n'est partout en même temps. C'est des femmes... Enfin, ça a été fondé par des femmes qui ont fait de la résistance et qui étaient donc à côté des hommes et qui ensuite... n'ont pas accepté de retourner tout bêtement au foyer, comme les femmes algériennes qui ont fait la guerre de libération se sont retournées reprendre leur voile maintenant. Enfin, ça, je trouve que c'est une chose abominable. Elles ont été très importantes pendant la guerre d'Algérie, et puis après, on les a renvoyées au ghetto féminin. Ça, j'admets pas. Avoir une action féministe, c'est aussi avoir une action politique? Oui, alors j'ai des idées politiques, oui. Enfin, Lesquelles? Je suis inscrite au Parti Socialiste. J'ai fait la campagne présidentielle dans la caravane du 19 mai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai fait la campagne présidentielle? Je l'ai faite vraiment, c'est-à-dire que je suis allée parler sur les places publiques. Moi qui n'aime pas parler en public, ça m'a été très très pénible. Vous êtes allé où? Je suis allée en Vendée et en Aquitaine. C'était deux endroits épouvantables d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il fallait voter pour François Mitterrand. Vous avez dit d'autres choses même. J'ai expliqué pourquoi. Oui. Mais là aussi, vous êtes retourné en province. Je suis retournée en province, ah oui, mais ça, on m'y envoyait, n'est-ce pas? Alors ça, c'était pas... Mais aussi, c'est pas un choix. Oui. Mais c'est bizarre, d'un seul coup, on aurait pu vous donner Paris, vous habitez Paris, vous auriez pu militer à Paris, et comme par hasard, le Parti Socialiste vous envoie en province. Parce qu'on a lu vos livres au Parti Socialiste, ou parce que vous êtes définitivement étiqueté pour la province? Je crois que c'est parce que simplement il fallait envoyer quelqu'un dans les endroits les plus défavorables au programme commun, donc c'était la Vendée et l'Aquitaine. Et Dieu? Dieu, vous amenez ça comme des cheveux sur la soupe. Parfois, c'est comme un cheveu sur la soupe, hein, Dieu. Oui, alors je suis une personne qui croit en Dieu. Ça se rencontre pas tellement souvent. Oh, vous croyez? Voilà. Je sais pas, les gens que je connais, ils trouvent ça drôle. Enfin bon. Alors, je vais vous dire, mon évolution a été bizarre. Parce que le Dieu de mon enfance, c'était le Dieu de la Bible. Je crois que c'est parce que simplement les familles bourgeoises et catholiques sont tout à fait détestables sur ce plan. Et c'est que Dieu, c'était le châtiment. Et quand j'étais petite, j'avais horriblement peur de Dieu. Et chaque fois qu'il pleuvait un peu fort, je me disais, ça y est, j'ai fait quelque chose de pas bien, il va y avoir le déluge. J'étais absolument terrorisée. C'est vrai, j'ai vécu dans la peur de la fin du monde pendant tout le temps. Et je disais à ma mère, tu sais, une telle a fait ça, est-ce que tu crois qu'elle ira en enfer? Alors ma mère me disait, oh, bien entendu. Et comme c'était moi qui avais fait ça, que j'avais dit que c'était une autre parce que je ne voulais pas avoir l'air, j'étais persuadée d'être damnée à chaque tournant. Enfin, c'était atroce. J'avais très très peur de Dieu. Et puis, alors là, j'ai rencontré Mauriac. Alors ça, excusez-moi, mais vraiment, c'est Mauriac qui m'a... oui, un jour, j'ai acheté tous les bouquins que je trouvais, hein, en particulier les bons marchés, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et un jour, j'ai acheté dans un magasin tout miteux, tout poussiéreux, L'Enfant chargé de chêne, qui est, je crois, le premier roman de Mauriac. Et alors, dans ce livre, j'ai vu des personnages qui aimaient Dieu, qui aimaient le Christ,
et qu'il aimait vraiment, et pour qui le Christ n'était pas quelqu'un de très méchant qui allait les punir s'ils faisaient des choses vilaines, mais c'était une chose positive, c'était un ami, c'était quelqu'un. Bon. À partir de ce moment-là, je me suis, si vous voulez, convertie. Donc je pense que Mauriac, bien sûr, s'est beaucoup servi de Dieu pour sa propagande personnelle, mais ça a peut-être servi à des gens quand même pour ça. Mais est-ce que Mauriac, avant de mourir, a su que grâce à lui, vous étiez converti? Non, ça, j'ai jamais écrit à Mauriac. Ça lui aurait fait plaisir? Non, j'ai jamais écrit. D'ailleurs, je pense que c'était bête parce que je pensais que quand on est un grand écrivain, les lettres des lecteurs humbles et modestes ne vous font pas plaisir et vous ennuient. Et maintenant que je reçois quelques lettres, eh ben, je vois que ça fait très très plaisir de recevoir. Donc j'ai eu tant de peine à Mauriac. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour une femme qui écrit, qui est romancière et qui vit en 1976, croire en Dieu? Ben, ça veut dire rien pour l'écriture, je pense. Oui, parce que Dieu est absent de vos livres. Dieu est absent, oui. Dieu est absent et le Parti socialiste aussi, d'ailleurs. Oui, je l'ai peu rencontré aussi, Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que ça veut dire quelque chose pour ma vie. Je pense que les gens qui disent je crois ci, je crois ça, et puis qui vivent d'une autre manière, sont enfin des hypocrites. J'essaie, si vous voulez, de conformer ma vie à ce que je pense. Alors, c'est pas la peine. C'est difficile, ça. C'est difficile, c'est très difficile. Mais enfin, j'essaie d'y arriver, puis peut-être qu'un jour j'y arriverai complètement. Mais je pense que c'est très important, quand on croit quelque chose, de vivre vraiment en fonction de ça, de se conduire comme ça, de refuser certaines choses qui vous feraient envie ou qui vous feraient plaisir, parce que on a choisi quelque chose, donc on se tient à cette morale-là, à cette façon de vivre. C'est plus qu'une morale, je sais pas, oui, c'est une façon d'être. Quel est le mot de la langue française que vous détestez le plus? Je sais pas, il y en a beaucoup que j'aime pas. Il y a le mot poltron. J'aime pas poltron. Un jour, je me rappelle que j'avais dit ce mot, mais je sais pas, je devais avoir 15 ans peut-être. Et je me suis dit, en l'entendant, je me suis dit, c'est un mot qui est très laid. D'abord, il veut dire quelque chose de laid, mais surtout le son est vilain. Poltron. Alors, je crois que c'est vraiment le mot que je déteste. Et en même temps, peut-être par l'idée que ça représente. Et quel est le mot de la langue française que vous préférez? C'est le mot fleur.